Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Et oui, une actualité énergétique extrêmement lourde en ce moment. Alors d'abord, chers auditeurs, il nous faut vous demander pardon puisqu'un sujet majeur n'a pas été traité dans cette émission, à savoir les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France qui ont été rendues le 6 avril dernier, qui sont vraiment fondamentales. On rappelle que cette commission, c'était 6 mois de travaux, 150 heures d'audition, presque 1 million de spectateurs ont suivi les auditions, 850 000 exactement, et puis des révélations vraiment incroyables sur la manière dont l'énergie a été traitée par nos gouvernants, et puis évidemment d'autres informations très importantes qui vont être abordées au cours de cette table ronde, la sortie de l'Allemagne du nucléaire, les dernières annonces du bouclier tarifaire. Voilà, une actualité très riche, et pour en parler ce matin, nous sommes avec Frédéric Falcon. Bonjour Frédéric Falcon. Bonjour. Vous êtes donc député RN de la 2e circonscription de l'Aude et vous avez été membre de la commission d'enquête sur la perte, sur la perte de souveraineté énergétique, donc on va reparler. Et puis nous sommes également avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Vous êtes expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et de Nucléaire, les vérités cachées également aux éditions du Rocher. Peut-être pour commencer, je vais donner la parole à monsieur le député pour justement un petit retour, une impression sur ce qu'ont donné ces 6 mois de travaux de la commission. Écoutez, les travaux de la commission ont débuté dans un contexte qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'à l'été 2022, les Français ont découvert qu'ils risquaient d'avoir des coupures d'électricité à l'horizon de l'hiver. Donc la mise en place de cette commission d'enquête, qui était une commission transpartisane, qui regroupe tous les groupes de l'Assemblée, nous a amené à travailler sur ce sujet. Alors, le bilan, il est contrasté. Effectivement, la commission d'enquête dresse des responsabilités. Depuis 20 ans, effectivement, la filière nucléaire subit un sabotage en règle, avec une prime à la destruction pour la décennie Hollande-Macron. Je rappelle que Hollande, quand il est arrivé en 2012, il a réalisé un accord avec les écologistes qui fixait pour objectif de réduire la part du nucléaire à 50% du mix électrique français. Macron, en arrivant en 2017 au pouvoir, a poursuivi cet objectif et a participé à la destruction de notre filière nucléaire qui était une excellence française. Voilà, donc le rapport qui a été émis suite aux travaux de la commission dresse des responsabilités, mais nous aurions aimé que les responsabilités soient un peu plus nominatives, c'est-à-dire qu'on reste assez en surface finalement. On n'a pas voulu, le rapporteur et le président de la commission n'ont pas voulu rendre des comptes politiques, qu'il y ait une guerre politique qui se mette en place, mais il est indubitable que la responsabilité d'Emmanuel Macron a été minimisée dans ce rapport. D'accord, Fabien Bouglet, effectivement, on voit bien qu'à la fois il y a une responsabilité des politiques, donc c'était pas seulement de l'incompétence à laquelle qu'on a révélé en fait dans cette commission, c'est aussi des fois des choix idéologiques de certaines personnes. On pense à Nicolas Hulot, on pense à Dominique Voynet, qui ont vraiment qui ont compliqué la souveraineté énergétique de la France, notamment en mettant en avant les énergies renouvelables au mépris du nucléaire. Tout à fait. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, bon, d'abord, je voudrais juste préciser que Radio Courtoisie et Ligne Droite ont fait partie des radios et des médias qui ont depuis des années alerté sur le sabotage politique, en particulier en vous invitant, vous surtout. Avec des échanges avec Clémence Odiakova, et il n'a pas fallu attendre la commission d'enquête pour qu'on dévoile publiquement, et je pense que ça c'est un point important à souligner. La commission d'enquête n'a fait que révéler des éléments d'information qui avaient été déjà diffusés depuis de nombreuses années et que j'ai diffusé dans mon livre avec un chapitre qui s'appelle le chapitre 8, Sabotage politique du nucléaire français. La commission d'enquête n'étant que la mise à jour de ce sabotage, la mise à jour institutionnelle. Donc ça, je m'en réjouis. Maintenant, il faut bien noter que cette commission, elle montre qu'en réalité, ça fait 20 ans qu'on a un sabotage. Je dirais qu'on a même une guerre interne nucléaire, et que ça a commencé avec la droite. N'oublions pas Madame Corinne Lepage et le rôle désastreux qu'elle a pris dans la destruction du nucléaire français en agissant contre Superphénix, qui était ce surgénérateur qui utilisait les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires pour produire beaucoup plus d'électricité. Et
elle l'a fait dans un conflit d'intérêts incroyable, et ça n'a pas été souligné par la commission d'enquête, et c'est quand même le rôle d'une commission d'enquête que d'enquêter, c'est que Madame Lepage était, avant d'être ministre de l'Environnement de Monsieur Juppé, elle était avocate de la ville de Genève pour demander la fermeture de Superphénix. Et donc, on le voit, on a véritablement des liaisons dangereuses entre la filière antinucléaire et les officines antinucléaires et les acteurs antinucléaires et les acteurs du développement du renouvelable, parce que à l'heure où Madame Lepage, justement, militait en tant qu'avocate pour la ville de Genève contre le Superphénix, après sa démission du gouvernement de Monsieur Juppé, elle est devenue l'avocate des principaux exploitants éoliens en France et des organisations éoliens avec le cabinet Hugo Lepage, qui est un des principaux lobbyistes et un des principaux cabinets d'avocats d'installation des éoliennes en France. Et on a vu dans les auditions, de manière assez amusante, des élus faire une forme de désinvolture. Ah bon, j'avais un rapport qui disait que, attention, c'était difficile de fermer les réacteurs nucléaires. Par exemple, Nicolas Hulot. C'est Nicolas Hulot, pour ne pas le nommer, voilà. Voilà, bon. On a eu Madame Hollande, Ségolène Royal, qui faisait « Ah bon, on m'a dit des choses ». En fait, je pense qu'ils se sont passés le mot. On va faire les nigauds, on va faire les personnes qui ne connaissent rien, alors que ça fait 20 ans que tous les documents montrent qu'ils participent d'un sabotage en règle. Mais attention, pas d'un sabotage d'une industrie, de sabotage de l'industrie avec un grand L, la troisième industrie française, et surtout ce qui assure la souveraineté électrique de notre pays. Je précise que la France est souveraine d'un point de vue électrique, qu'elle produit l'essentiel de sa production électrique et peut exporter ses surplus. Elle n'est pas souveraine d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'elle doit encore importer 45% de son énergie, celle dont elle a besoin, par exemple, avec le pétrole ou le gaz. Donc, cette commission d'enquête était très intéressante sur le fait qu'elle a mis en avant, et je remercie le travail des parlementaires comme le député Frédéric Falcon, qui ont joué un rôle dans cette commission, parce qu'elle a mis en lumière les travers des hommes politiques, mais en réalité, elle est allée assez peu loin dans les véritables enjeux de la souveraineté électrique française. Justement, elle est pas assez loin, et au-delà des déclarations politiques un petit peu éthérées, on ne savait pas tellement les rapports, il y a eu aussi d'autres extraits qui ont beaucoup circulé dans cette commission d'enquête, d'anciens dirigeants, de cadres de l'énergie, et notamment je pense à monsieur Yves Bréchet, qui était haut-commissaire à l'énergie atomique, que je vais vous proposer d'écouter maintenant, où eux par contre n'ont pas lâché leur mot. On écoute ça et je rends la parole à monsieur Falcon. Plusieurs points demandent à être fermement réaffirmés concernant l'énergie nucléaire. L'électricité générée par le nucléaire est essentiellement décarbonée. Dans une optique de lutte contre le réchauffement climatique, il est absurde de dépenser des milliards pour décarboner une électricité déjà décarbonée. Le démantèlement des centrales est une technologie maîtrisée, mais elle ne créera pas des emplois à la mesure de ceux que la fermeture des centrales supprime. Le fonctionnement des centrales est sûr et la létalité de l'énergie nucléaire est faible devant celle des autres sources d'électricité, en particulier de toutes les sources fossiles. La gestion des déchets est garantie par la technologie de vitrification, couplée au stockage géologique profond, deux technologies sur lesquelles la France a une avance reconnue. La question des ressources en uranium est résolue par la technologie des neutrons rapides et de la fermeture du cycle, qui permettent à la fois d'utiliser l'uranium appauvri et de maintenir le bilan en plutonium. Et enfin, cette filière à neutrons rapides où la France était pionnière vient d'être abandonnée en 2018 par une décision à courte vue qui restera dans l'histoire comme un modèle de stupidité ou de cynisme. Voilà, donc à côté de ces déclarations, on a des anciens dirigeants qui, eux, ne mâchent pas leurs mots. Frédéric Falcon. Oui, tout à fait. Je souscris complètement à ce que disait monsieur Bréchet. Vous avez eu d'autres personnes également qui ont été auditionnées, comme monsieur Di Proglio et madame Lauvergeon, qui pointent notamment les influences du modèle allemand, parce qu'on va peut-être y venir pour faire une transition avec le thème qui arrive. Effectivement, en début des années 2000, l'Allemagne a choisi d'abandonner le nucléaire avec monsieur Schröder et de s'orienter progressivement vers les énergies renouvelables. Et donc le modèle allemand, le modèle énergétique allemand a influencé
considérablement les hommes et les femmes politiques françaises. Et d'ailleurs, M. Di Broglio a eu des mots assez durs vis-à-vis de l'Allemagne. Il a affirmé, je cite, que l'Allemagne voulait sciemment déconstruire EDF. Pourquoi ? Parce que selon lui, l'Allemagne a une industrie qui est puissante et EDF constituait un outil important pour la productivité énergétique française. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui ont été dites quand même sur lesquelles le rapporteur et le président n'ont pas forcément souhaité rebondir, parce que là on rentre sur des sujets qui sont extrêmement polémiques et extrêmement sensibles. Mais il y a eu une volonté de déconstruction alors que nous avions une filière d'excellence. Et là, avec le virage qui est pris, le rétropédalage qui est pris par Emmanuel Macron, il n'a pas le choix, parce que les Français sont furieux. Ils comprennent que finalement, on les a complètement dépossédés de ce joyau industriel. Ça va mettre des années. Parce qu'on a perdu des scientifiques, on a perdu du savoir-faire, on a perdu des techniciens. Et pour former tout ce personnel, pour refaire partir la machine, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un vrai plan. Nous, au Rassemblement national, on propose un deuxième plan Messmer, on propose un plan qu'on appelle Marie Curie. On a tout un programme pro-nucléaire pour pallier à ces carences. Et finalement, ce que ce rapport dit, nous le décrivions déjà depuis des années. Le Rassemblement national, depuis de nombreuses années, tirait la sonnette d'alarme, disait attention, on va dans le mur, un jour on va avoir un problème, on va avoir des carences. Et la France, qui était exportatrice d'électricité nucléaire, se retrouve importatrice. Et ça a une influence qui est extrêmement néfaste pour notre économie, parce que notre balance énergétique devient déficitaire, mais gravement déficitaire. J'ai quelques chiffres. En 2020, on était à 20 milliards de déficit. C'était une année particulière avec le confinement. On est passé à 44 en 2021. Et là, en 2022, 115 milliards. Vous imaginez quand même ce que ça représente dans la balance commerciale française. C'est immense. Et on va y revenir vraiment. Pour la productivité et pour notre économie qui est... Bien sûr. Durablement pénalisé par ces choix qui sont mortifères. On va y revenir sur ce sabotage effectivement de la souveraineté énergétique française. On continue d'en parler juste après la pause, mais il est 8h et on fait un point sur les informations avec Adèle Rosner. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et nous sommes toujours avec Frédéric Falcon, député RN de la 2e circonscription de l'Aude, membre de cette commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France. Et puis nous sommes avec aussi Fabien Bouglet, expert en politique énergétique, auteur de Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher et de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher également. Je vais rendre la parole à monsieur le député. C'est vrai que on s'est rendu compte finalement avec cette commission, alors on a effectivement pris un énorme retard sur le nucléaire, mais que finalement, malgré l'Europe, malgré les bonnes valeurs, cette espèce de volonté de coopération, ils pouvaient dans cette Europe avoir des concurrences et des conflits même énergétiques. Et ça, c'est bien de l'en prendre acte, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que beaucoup alertent sur ce sujet, quoi. Absolument, le rapport pointe l'influence de l'Allemagne, c'est écrit noir sur blanc, page 16 de mémoire. Donc effectivement, comme je vous le disais, le modèle allemand a considérablement influencé les politiques françaises pendant ces 20 dernières années, au point d'en arriver à un accord en 2012 entre le Parti socialiste et les Verts, qui conduisait à réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix électrique français. Donc ça signifiait techniquement l'arrêt de certains réacteurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est entre 15 et 20 réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc ça pose quand même un certain nombre de soucis. Et le développement parallèle de certaines énergies dites renouvelables. Alors nous ne sommes pas opposés aux énergies renouvelables, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, notamment sur l'hydroélectricité, la géothermie, l'hydrogène. Enfin, on a un plan au Rassemblement national qui est assez fourni en termes d'énergie renouvelable. Par contre, et là on a un gros point de désaccord avec ce rapport, c'est-à-dire que la préconisation de l'installation de 50 parcs éoliens en mer, y compris sur ma circonscription qui est littorale, qui devrait accueillir le plus gros parc éolien en mer de Méditerranée, pose un sérieux problème. Nous sommes farouchement opposés au déploiement de cette énergie éolienne dans des territoires qui sont déjà saturés d'éoliennes. Les populations n'en veulent plus. J'ai un cas également sur Terre, avec Anne Evian et Ressac, 2 villages de ma circonscription, où vous avez une levée de bouclier des habitants qui ne veulent plus d'éolien parce que nous sommes saturés d'éolien. L'Aude est un département qui est particulièrement doté. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire. On peut continuer à développer le nucléaire, à réaffirmer notre filière nucléaire, à la sauver.
Voilà, en allongeant notamment la durée de vie des centrales de 60 à 80 ans, en lançant un plan Mesmer 2, en travaillant sur la recherche notamment, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec le recyclage des déchets, qui est quasiment atteint, pas à 100%, mais à 97 ou 98%. Et en parallèle, développer des énergies renouvelables acceptables, comme l'hydroélectricité, ou également l'hydrogène vert et la biomasse, et les gaz verts, voilà. Fabien Bouglet. Oui, moi je voudrais revenir sur un point important qui est le grand écueil finalement de cette commission d'enquête et qui rejoint la problématique. Comme je le dis régulièrement, nous sommes en guerre avec l'Allemagne, en guerre énergétique, pour simplement deux raisons. La première, c'est que en réalité, l'Allemagne a fait son modèle d'Energiewende, Energiewende, ce qui veut dire transition énergétique, qui consistait à supprimer le nucléaire et ne plus dépendre du fossile, en développant les énergies intermittentes type soleil et éoliennes. Mais comme elles sont intermittentes, on doit les coupler avec des centrales à gaz. Et le gaz, il venait de Russie parce que Gerhard Schröder a fait depuis au moins 20 ans allégeance à Vladimir Poutine en développant la distribution du gaz russe via Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Évidemment, ce modèle des éoliennes couplées au gaz russe fait patatras au jour où Nord Stream est saboté et il y a la guerre en Ukraine. Donc, l'Allemagne est obligée de relancer ses centrales au charbon. Et avec ce modèle d'Energiewende, ils ont fermé les 3 dernières centrales nucléaires, enfin les 3 derniers réacteurs nucléaires le 15 avril. Et c'est tout à fait intéressant parce que le modèle allemand, qui soi-disant est là pour protéger la planète, etc., eh bien, émet de 10 à 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France depuis l'arrêt des réacteurs nucléaires allemands. Donc, ça, c'est le modèle allemand. Et puis, on a le modèle français qui s'est basé par le plan Mesmer, par le développement des réacteurs nucléaires. Et coup de chance, ces réacteurs nucléaires qui visaient à éviter de dépendre des énergies fossiles, ils ont aussi un autre avantage, c'est qu'ils sont le plus décarbonés des structures de production d'électricité. Et donc, ce modèle est insoutenable pour les Allemands, absolument insoutenable. Et ils ont mené des opérations de guérilla et de guerre économique contre la France. Ils l'ont fait à la Commission européenne, ils l'ont fait en France. J'en veux pour preuve le masterclass développé par Europe Écologie Les Verts il y a quelques jours avec la fondation Erring Böll, qui est une fondation financée par le gouvernement allemand pour les partis politiques verts allemands, c'est-à-dire sont les partis politiques verts allemands qui font l'introduction d'un colloque d'Europe Écologie Les Verts en France, et puis le financement de tout un tas d'organisations et d'officines antinucléaires comme Greenpeace, WF, j'en passe, il y en a tellement. Eh bien, cette guerre énergétique n'a pas été évoquée, et on a en même temps, avec la timidité, comme l'a rappelé le député Falcon, du rapporteur et du président de la commission, et en même temps, on a Agnès Pannier-Runacher qui, quand on regarde la presse européenne, eh bien, est obligée de faire une alliance Euratom, que moi j'appelle l'alliance Euratom, de 10 pays pour contrer l'alliance Energiewende allemande. Actuellement, on a cette guerre et le monde a titré il y a quelques semaines, il y a une guerre sur le nucléaire entre l'Allemagne et la France. Et donc, si vous voulez, là où je trouve que ce rapport de la commission d'enquête est vraiment passé à côté du vrai débat, c'est qu'en fait, ce débat est en train de s'ouvrir, il est aujourd'hui clair et public, et en fait, il n'a pas été traité. Et le fait, vous savez, quand on est en guerre, le plus important, c'est de savoir qu'on est en guerre, et le fait qu'il ne soit pas traité à l'Assemblée nationale par les députés La République En Marche et LR, eh bien, ne permet pas la mise en place de contre-feux et d'opérations défensives et peut même offensives contre l'offensive allemande. Effectivement, Frédéric Falcon, vous estimez vous aussi que 3 semaines après ce rapport, en tout cas le gouvernement n'a toujours pas pris conscience de cette guerre énergétique ? C'est une question qui se pose.
C'est une question qui se pose effectivement. Le gouvernement est en train de rétro-pédaler. Il est en train d'essayer de négocier au niveau de l'Union européenne justement la sortie du marché européen de l'énergie. Enfin, en tout cas, de revoir les conditions. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent en coulisses. Nous, au Parlement, on n'a pas accès à ces informations, on n'a pas accès à ces négociations. Comme je vous l'ai dit, je pense que la responsabilité de l'Allemagne et de son influence a été minimisée dans le rapport pour éviter toute forme de polémique et de règlement de compte. Voilà. Après, je pense que le modèle allemand, en revanche, il a vécu. Là, les Français, la classe politique française ont compris que finalement, ce n'était pas un modèle viable à suivre, d'autant qu'il est contre-performant d'un point de vue énergétique. Il produit, comme l'a dit M. Bouglet, beaucoup plus de CO2 que la France, qui a un modèle énergétique décarboné. Je crois que derrière cette guerre idéologique, il y a surtout aussi des intérêts économiques, c'est-à-dire que la France avait vraiment un avantage compétitif avec le nucléaire et il ne fallait pas qu'elle rayonne trop parce que si aujourd'hui on avait conservé les capacités qu'on avait initialement avec la guerre qui se joue sur le marché européen de l'énergie, la France engrangerait aujourd'hui des milliards et des milliards d'euros de devises. Voilà, donc je pense que le débat il est surtout là-dessus et le vernis idéologique, écologique, pour moi c'est simplement un paravent. Effectivement, et donc là ça nous amène à... Allez-y, Fabien Bouglet, vous souhaitez réagir ? Oui, d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le député parce que on a vu que EDF avait 18 milliards d'euros de pertes et j'ai évalué, et je n'ai pas été contredit par aucun fake chèque, comme on dit, le manque à gagner d'EDF si EDF s'il n'y avait pas eu l'ARENH, c'est-à-dire l'obligation d'achat à tarif, l'obligation de vente d'EDF à tarif dérisoire, si on avait eu le fonctionnement de nos réacteurs nucléaires et si on avait pu, comme ça devrait être normalement le cas pour EDF, vendre son électricité d'origine éolienne à un prix normal, avoir 57 milliards d'euros, c'est-à-dire un gain de l'ordre de 40 milliards. Alors, évidemment, j'ai pris des chiffres bruts qui intègrent le coût, le prix spot de l'électricité tel qu'il a été évalué par RTE, mais on a véritablement une catastrophe parce que cette guerre allemande a conduit à ce qu'ils souhaitent, et ce qui a été rappelé, à savoir par l'ancien président d'EDF, Henri Proglio, la destruction d'EDF. Parce que EDF est un outil absolument précieux de compétitivité de nos industries pour faire en sorte que nos industries aient une électricité à coût réduit. Et là où nos gouvernants ne prennent pas conscience de cet enjeu et ne vont pas assez loin, c'est qu'ils laissent l'Allemagne, par exemple, dire nous allons revoir le coût de l'organisation du marché européen de l'électricité après les élections européennes. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? C'est d'une urgence absolue en Europe. Et pour la France, c'est d'une urgence absolue. Donc, on a une reconfiguration de la place de la France dans le nucléaire. Et ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut que les ambitions soient à la hauteur des enjeux. On a une ambition ramolli par rapport à la puissance des enjeux. Et moi, j'en appelle au gouvernement, j'en appelle aux députés, j'en appelle à tous ceux qui agissent. Réveillez-vous sur ce thème. Il faut aller beaucoup plus loin. Effectivement, et ça nous amène à cette deuxième actualité, puisque c'est aussi ce qui s'est passé la semaine dernière. Le 15 avril, l'Allemagne a validé cette sortie du nucléaire. Eux ne feront pas marche arrière. Donc ils ont fermé leur 16e réacteur nucléaire depuis 2003 et ils ont augmenté leur part de centrales à charbon. Et donc on a un pays à côté de nous qui en plus pollue énormément, de 10 à 15 fois plus, qui en plus, avec ce marché européen, retire des bénéfices qui normalement devraient revenir à la France. Et on sait que on a des gouvernants qui toujours, en tout cas, ont du mal à mettre les mots sur les mots MOTS, sur les mots MAUX. Oui, absolument. D'ailleurs, que l'Allemagne fasse un choix qui lui correspond avec sa philosophie, avec la volonté du peuple allemand, pas de problème. Mais le problème, c'est que l'Union européenne, c'est 27 États, et chaque État doit être souverain pour faire ses propres choix énergétiques. Voilà. Et une traduction concrète de l'influence de l'Allemagne, c'est la fermeture de Fessenheim. Fessenheim, qui est une centrale qui est en Alsace, qui est à la frontière allemande, a été fermée également parce que vous avez une pression qui a été absolument folle de la part des pays riverains, de l'Allemagne et également de la Suisse. Voilà. Donc nous avons fermé Fessenheim pour ces raisons-là, par Madame Borne. Et je pense que les choix de l'Allemagne sont tout à fait respectables, mais nous devons assumer les nôtres. Et c'est vrai que
dans le malheur que nous traversons aujourd'hui, il y a quand même du bon, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que là, je pense que la page est tournée maintenant à savoir comment on s'y prend, comment on avance pour construire un modèle énergétique français. Alors, ce que préconisait le rapport, comme je vous l'ai dit, il y a du bon, il y a du moins bon, notamment j'ai des divergences sur l'éolien, hein, parce que c'est vrai qu'on mise beaucoup sur l'éolien alors que c'est une énergie qui représente très peu finalement dans la consommation primaire française, hein, je crois que c'est de l'ordre de 1,5%. Qui est intermittente en plus. Absolument intermittente. On pourra doubler, s'ils le veulent, le nombre d'éoliennes en France, ça ne résoudra pas le problème. Par contre, il y a des vrais axes d'amélioration sur la recherche, sur les EPR, sur les nouvelles générations d'EPR, sur, comme je vous l'ai dit, l'hydroélectricité. On a une capacité en France qui est quand même incroyable, qui n'est pas du tout exploitée. Il y a tout un tas de volets qui n'ont pas été exploités. Je crois qu'on peut s'en sortir, je crois qu'on peut atteindre l'indépendance, parce que c'est vrai que il y a eu également une petite guerre sémantique, un petit point sémantique dans ce rapport, une différenciation entre l'indépendance et la souveraineté. La commission estime que l'indépendance ne peut pas être atteinte par la France. Bon, nous on pense que si, on pense au Rassemblement national qu'on peut y essayer. On peut y parvenir. Après, sur ce qui est du marché européen de l'énergie, parce qu'il faut quand même qu'on y vienne, il faut absolument qu'on sorte de ce marché européen de l'énergie qui est hautement spéculatif, qui oblige la France à vendre son électricité nucléaire à bas coût décarboné, à prix quasiment coûtant, et de racheter ensuite sur un marché qui est hautement spéculatif cette énergie qu'on produit nous-mêmes. Voilà. On a vu vendredi dernier passer dans la presse quelques articles là-dessus, à juste titre. Hein. La France aujourd'hui est le pays dans lequel l'électricité se vend la plus chère en Europe. On a 280 € du mégawattheure contre 150 € en Allemagne. Bon, on ne peut pas continuer comme ça. L'Espagne et le Portugal sont sortis du marché européen de l'énergie. On doit suivre ce modèle. EDF doit rester une entreprise monopolistique. Les prix de l'électricité doivent être régulés, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et il faut qu'on revienne à cette souveraineté énergétique, tant d'un point de vue production que d'un point de vue fixation des prix. Voilà, cette libéralisation à outrance, elle nous mène dans le mur, elle nous coûte très cher. Je vous ai fait un point sur la libéralisation et le coût que ça représentait en termes d'importation de l'énergie dans la balance commerciale qui est hautement déficitaire en France. Voilà, on a tous les outils en main, maintenant il n'y a plus qu'à. Mais on a quelques doutes quand même sur les moyens qui sont mis en place par Emmanuel Macron, parce que le rapport minimise quand même la consommation d'énergie pour les années à venir. Il fixe des objectifs qui sont fondés sur des projections qui sont, selon nous, sous-estimées. Et puis, il y a tout un volet sur la fiscalité également. Hein. C'est-à-dire qu'on a une fiscalité qui est extrêmement lourde sur les hydrocarbures, sur l'essence. On a 2 € du litre. Normalement, ces taxes servent à financer une sorte de transition énergétique et à financer également notre indépendance et notre souveraineté énergétique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sert plutôt à renflouer les caisses vides de l'État. Il faut tout revoir, voilà. Mais sans une volonté forte de l'État, sans un vrai plan, on ne pourra pas y arriver. Et je pense qu'avec Emmanuel Macron, il y aura de graves lacunes et que les objectifs affichés ne seront pas atteints. Fabien Mouglet ? Oui, moi je voudrais revenir sur l'Allemagne. Chose importante, on a une forme d'irrationalité collective allemande qui, de manière idéologique, ont lutté contre le nucléaire, qui a une dangerosité potentielle, une mortalité hypothétique, future. Je rappelle qu'en Europe, il n'y a jamais eu aucun accident nucléaire ou catastrophe nucléaire depuis 40 ans. Ils font la promotion, et Greenpeace Allemagne l'a dit dans un interview qu'ils ont publié sur leur site internet, des centrales au charbon, précisant que c'était inévitable, en disant que le central au charbon allait être une électricité de transition. J'aime beaucoup. Alors que le charbon est un climaticide, et outre les émissions de gaz à effet de serre, je rappelle que les centrales au charbon émettent des particules fines qui contiennent mercure, uranium, une radioactivité, et qui créent une mortalité certaine et présente. C'est-à-dire que ils ont la folie, nos voisins, d'avoir peur de quelque chose de potentiel, alors qu'ils vont développer sur leur sol quelque chose de mortel. Et toutes les études internationales le disent. Le fait de baisser la part du nucléaire dans un mix électrique et de le compenser par du charbon conduit à une mortalité. Et en Europe, les Allemands vont conduire à la mort de citoyens français et européens.
parce que elles s'arrêtent pas à la frontière, hein, les fumées de centrales au charbon. Et en outre, il y a quand même quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que on nous dit, on nous rabâche, oui, les déchets nucléaires. Je rappelle que la plupart des déchets, c'est-à-dire 95% de la radioactivité totale des déchets, représente 4000 mètres cubes, c'est-à-dire un bâtiment de 20 mètres par 20 mètres par 10 mètres. Et où ils émettent, les Allemands qui nous rabâchent à longueur de journée les déchets nucléaires français, où mettent les déchets des centrales au charbon? Ils les mettent où? Ben, ils s'embêtent pas. Ils les diffusent dans le ciel européen. Donc, je vais vous dire, c'est quand même incroyable, alors que l'Allemagne déploie une politique climaticide mortelle dans le ciel européen, on n'est pas des voix fortes pour s'exprimer en Europe, pour dire Achtung, vous êtes en train de tuer les Européens. Et là, c'est une certitude. Et vous voyez, c'est ça que je trouve absolument incroyable. On nous culpabilise, nous, pour compenser. Pourquoi? Parce que derrière cette culpabilisation écologique, il y a bien des intérêts économiques. Et c'est là où se situe cette guerre économique entre la France et l'Allemagne. Et là-dessus, il faut être d'une fermeté absolue. On nous a déjà, je le rappelle, naïvement fait planter un coup de couteau dans le dos avec nos sous-marins nucléaires australiens. Il est temps qu'on arrête. Et enfin, concernant la fermeture de Fessenheim, je voudrais rappeler que Fessenheim produisait aux alentours en 2019 de 13 TWh d'électricité. Et si on regarde les chiffres d'importation, donc si on prend le mix électrique, hein, pas énergétique, nous avons importé de manière exceptionnelle pour la première fois en 2022 16 TWh d'électricité à cause de l'indisponibilité de nos réacteurs nucléaires. C'est bon an, mal an ce que produisait Fessenheim avant sa fermeture. C'est-à-dire que si nous n'avions pas fermé Fessenheim, nous aurions, bon an, mal an, été encore à l'équilibre et de notre souveraineté électrique. Et vous voyez, c'est ça qui est grave. Mais Fessenheim était un symbole, puisqu'en fait, Fessenheim, c'était dans l'autre bord du Rhin, à 30 km un peu plus bas, que la centrale de Wil, qui est la centrale qui devait être construite donc sur les rives du Rhin en Allemagne, qui est à l'origine du mouvement antinucléaire allemand. Et c'est à partir de la centrale de Wil, dans l'autre bord du Rhin, que s'est lancé ce grand mouvement antinucléaire allemand. Et c'est pour ça que c'était symbolique pour l'Allemagne, dans une région, je le rappelle, Alsace, qui était allemande, d'assurer sa souveraineté politique en montrant qu'elle avait un pouvoir en France, alors malgré le fait que l'Alsace était redevenue territorialement française. Et c'est là où la fermeture de Fessenheim n'est pas simplement un problème politique énergétique, c'est aussi un problème de géopolitique et de souveraineté territoriale, c'est-à-dire que l'Allemagne a fait état de sa souveraineté politique sur le territoire français. Et c'est là où c'est très grave. Effectivement, là, ça ne fait plus mystère, cette guerre entre l'Allemagne et la France. Maintenant, il y a eu une prise de conscience, on attend les décisions. Je voudrais quand même donner le mot de la fin au député Frédéric Falcon sur ces annonces de bouclier tarifaire du ministre de l'économie. On voit que ça n'empêche pas forcément les prix, en tout cas, d'augmenter. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, est-ce que c'est pas une solution un petit peu de surface qui nécessite aussi, à plus long terme, d'autres changements et d'autres réformes? Le gouvernement essaie de sauver sa peau comme il peut, parce qu'effectivement, l'annonce de la fin du bouclier qui finalement a été prolongée devenait complètement ingérable pour les Français. On vit une période d'inflation qui est extrêmement dure. Il est en plus d'autant plus injuste que les Français payent cher leur énergie alors que nous en produisons une qui est décarbonée, qui est la moins chère d'Europe. Donc il y avait une injustice qui était criante. Donc le gouvernement est acculé. Moi j'aimerais aussi que les tarifs, nous aimerions au Rassemblement national que les tarifs régulés également s'appliquent aux entreprises. Voilà, c'est pas possible qu'on continue comme ça. J'ai discuté encore avec des entrepreneurs dans ma circonscription, notamment des boulangers, qui tiennent comme ils peuvent, mais c'est pas possible. Voilà, il y a 20 ans, nous avions une électricité nucléaire, d'origine nucléaire qui était abondante, accessible à tous, qui permettait à la France d'avoir un avantage compétitif. Il faut absolument qu'on sorte de ce marché européen de l'énergie. En attendant, le gouvernement essaie de trouver des sparadraps, enfin de pallier, de gérer l'urgence comme il peut, mais on n'est pas sur quelque chose qui est durable. Ça ne sera pas tenable.
Là, on hésite. Hésite, je vous en prie. Ce n'est pas aux contribuables français de payer pour pallier à la spéculation des opérateurs privés. Et puis aux dérives idéologiques des passés. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Frédéric Falcon, député RN de la 2e circonscription de l'Aude, membre de cette commission d'enquête sur les raisons de la perte de souveraineté énergétique de la France. Et merci à vous, Fabien Bouglet, vous êtes expert en politique énergétique, auteur de ces 2 livres aux éditions du Rocher, Éolienne, la face noire de la transition écologique, et Nucléaire, les vérités cachées. On vous réinvitera évidemment pour continuer à parler de ce sujet. Merci à vous deux.